Alors déjà, je vais vous remercier de venir à une conférence aussi tardive. Bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Alors, j'avais commandé une enquête sur la qualité de vie du travail et puis j'avais commandé aussi du beau temps, du soleil. Donc, on pourra en profiter tout à l'heure puisque le cocktail pourra aussi se passer sur la terrasse qui est juste à côté. Alors, je suis Odile Duchesne, je représente l'ameublement français, qui est l'organisation professionnelle de l'industrie du meuble, dont l'industrie du mobilier de bureau. Et c'est l'ameublement français qui a créé, effectivement, il y a 18 ans, Actineo, l'Observatoire de la qualité de vie au bureau, à l'initiative des industriels de mobilier de bureau, qui seront représentés tout à l'heure à la table ronde par Nathalie Ménardet du groupe Socoa et par Marion Toison du groupe Hayworth. Et j'ai eu beaucoup de chance pour cette édition 2023, je tiens à le dire, car j'ai eu des partenaires très engagés avec Maison et Objets, Guillaume qui participera à la table ronde, avec le groupe Saguez qui va être représenté par Jean-Philippe Cordina, et puis Vojo qui nous accueille aujourd'hui. Et je remercie Stéphane Ben-Simon, le président qui est là, et Johan Jaffré, qui vous nous accueillez vraiment dans des lieux magnifiques. Nous aurons aussi à la table ronde notre professeur, philosophe, professeur, diplômé de plein d'écoles, voilà, qui sera cet œil extérieur qui va avoir un point de vue intéressant. Alors, je vais passer la parole à Guénaëlle Gau, qui est la directrice générale de l'Obsoco, qui est l'institut d'études qui a fait cette édition 2023. Avec Guénaëlle, on s'est mis d'accord pour ne pas tout vous livrer, parce qu'il est tard, de vous donner trop de chiffres à cette heure-là. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Et surtout, on veut faire réagir nos invités sur ces résultats. Donc, on va faire une alternance, comme ça. Guénaëlle va commencer les 2 premières parties. Après, on vous fera réagir. Et puis ensuite, Guénaëlle reprendra les 2 dernières parties de l'étude. Et puis, on aura à nouveau des échanges sur cette enquête. Voilà, Guénaëlle, c'est à vous. Bonsoir à tous. Alors, donc oui, on a tronçonné. Juste avant, je donnais une conférence sur la fatigue informationnelle. Donc, on a essayé de gérer ce soir pour pas trop vous assommer et donc vous permettre justement peut-être de métaboliser et de tout ce qu'on va se dire là et de faire réagir, et y compris vous aussi de réagir. Donc, ce 10e baromètre de la qualité de vie au travail. D'abord, moi, je suis ravie d'étudier ce sujet, et particulièrement en ce moment, où on entend beaucoup de choses, vous le savez, sur le travail. Hein. On entend la grande émission, le quiet quitting, on va y revenir, le conscious quitting maintenant, tout plein de notions, la flemme aussi. On entend toutes ces choses en fait comme s'il y avait un mécanisme un peu d'alerte ou de défense face à de profondes mutations du travail. Et c'est ça qui particulièrement nous a intéressés d'explorer ça, alors que le précédent en fait, baromètre était en 2019. Et beaucoup de choses sont intervenues depuis. Évidemment, il y a eu cette crise sanitaire qui a été comme une précipitée au sens presque chimique des mutations justement du travail. Nous, à l'Obsoco, ce qu'on a observé en fait pendant la crise sanitaire, c'est une division un peu de la population active en 3 tiers. En fait, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un premier tiers, c'était ceux qu'on appelait les premiers de corvée, les premiers de cordée, ceux qui justement sont allés travailler et dont l'utilité est apparue et la reconnaissance peut-être pas à proportion de l'utilité. Puis il y a eu un deuxième tiers, c'est un tiers qui n'a pas travaillé, enfin, qui est en chômage partiel ou technique, et qui s'est beaucoup interrogé sur justement son utilité, et qui s'est interrogé aussi sur ses conditions de travail, sur ce qu'il donnait de sa vie au travail, et qui a pris ce recul-là. Et puis il y a un troisième tiers qui s'est mis brutalement à travailler tout à fait différemment, c'est-à-dire de chez soi. C'était le télétravail. Donc forcément, c'est bien dans la foulée de ces expériences radicales que toutes les mutations du travail aujourd'hui et toutes les interrogations se posent encore plus vivement, et finalement qui attaquent un modèle de travail qui était le modèle presque taylorien du travail, c'est-à-dire hérité du taylorisme, avec ceci emprunté au théâtre classique où il y avait une unité de, vous allez voir, hein, ça, je vais y venir, une unité de lieu, une unité de temps et une unité d'action. Et en fait, ça a explosé. Ça a vraiment explosé de façon assez manifeste. Et
Mais ça dit beaucoup de choses. C'est pas qu'une question de déspatialisation, mais c'est aussi le contrôle. C'est-à-dire ce modèle-là, c'était un contrôle plus ou moins en fait appliqué à toute la chaîne de valeur au travail. C'était une standardisation aussi des rythmes et des espaces de travail. Donc ce baromètre, il intervient à un moment super intéressant, super critique, où ces questions-là se posent, et notamment autour du bureau, de ce lieu en fait justement qui concentrait tout ça, cette unité de lieu, de temps et d'action. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on a déplié ce qui était en train de se passer. Peut-être que d'abord, on va revenir justement... Alors, il y a 5 chapitres. Ici, on va vous montrer que les têtes de chapitres. Mais on va d'abord justement voir que eh bien, le bureau, dans cette explosion-là, il retrouve une fonction. En fait, on retrouve la fonction sociale du bureau, qui devient encore plus manifeste qu'elle ne l'était auparavant. On voit qu'au-delà du télétravail, on va voir qu'il y a un désir, et qui ne concerne pas que les télétravailleurs, mais un désir de liberté d'organisation qui justement a pu être acquis par les télétravailleurs, mais qui n'en concerne pas moins tous les autres également. Ce désir de liberté et d'articulation avec ses propres rythmes ou ses propres espaces. Et puis ensuite, on parlera un peu de la recherche du bien-être au travail. Alors un bien-être qui est un peu polysémique. Il peut s'agir de reconnaissance, d'être écouté, d'être entendu, d'être considéré au travail. Mais au-delà de ça, ce qu'on va voir, c'est l'importance, et je pense que ça va être intéressant de partager ça avec vous ce soir, c'est l'importance des espaces, justement, de ces espaces qui sont en train de se réinventer, et combien ça contribue. Et là, on a vraiment des éléments qui objectivent ça, combien ça contribue en fait à la qualité de vie au travail. Mais en même temps, les attentes qui y sont liées. Et puis, on finira par des futurs désirables, et vous verrez qu'on est un petit peu en avance sur les débats qui actuellement en cours sur le temps de travail. Alors, je ne vais peut-être pas m'attarder sur la méthodologie de l'enquête, juste que vous sachiez qu'elle a été réalisée auprès de 1200 actifs. Et la particularité de notre enquête, c'est que justement, on la réalise auprès de gens qui travaillent dans des bureaux. Et on cale l'échantillon pour qu'il soit représentatif de cette population-là, qui est un petit peu particulière, mais en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction du secteur d'activité, et évidemment de manière géographique. Peut-être un portrait aussi du télétravail, enfin du travailleur au bureau. En fait, une composition, si vous avez 100 personnes qui travaillent dans des bureaux, comme vous le voyez là, vous avez un peu plus de femmes qui travaillent dans les bureaux que d'hommes, 59% versus 41%. Vous avez un peu plus aussi de personnes au-delà de 45 ans. Vous avez une proportion que l'on retrouve aussi dans la situation professionnelle, c'est-à-dire vous avez 64% des gens qui travaillent dans les bureaux qui sont des employés. Peut être peut-être un peu déformé ce soir, mais il n'y a pas que des cadres qui travaillent dans les bureaux. Et donc 41% de catégories socio-professionnelles plus exécutantes dans les tâches de travail que ne le sont les catégories socio-professionnelles supérieures qui peuvent être cadres. Donc ça, c'est qui travaille dans les bureaux. Et déjà, ça donne une indication intéressante sur cette population. Alors, comme je vous le disais, le bureau, lieu de socialisation. En fait, ce qu'on voyait avant la crise sanitaire, c'est qu'il y avait à peu près 4% des actifs qui avaient télétravaillé, qui télétravaillaient de manière régulière. Alors, pas 4% des actifs travaillant dans les bureaux. Il y en avait un petit peu plus, même si on n'avait pas exactement la même base. Donc, difficile de comparer Odile terme à terme. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ce sont 44% en fait, des gens qui travaillent dans les bureaux, à qui il arrive aussi de travailler en dehors de leur bureau, en dehors de leur entreprise. 42% télétravail, donc télétravail à domicile, et c'est 2 fois plus, je crois, minimum 2 fois plus que ce qu'on pouvait observer en 2019 dans le baromètre de 2019. Mais on travaille aussi dans les hôtels, on travaille aussi dans les locaux de ses clients, on travaille également dans les transports en commun, et puis on travaille aussi, on est chez Wojo, on travaille aussi dans les espaces de coworking. Donc 44% de personnes qui travaillent en dehors de leur entreprise, mais 56% qui travaillent encore uniquement en présentiel dans leur entreprise. Donc déjà, souvent en parlant du télétravail, je disais c'est à peu près 30% des actifs qui télétravaillent. Et nous, on a une vision un peu parisienne, parce qu'à Paris, c'est presque 70% des gens qui télétravaillent. Mais déjà, voilà, 30% des actifs, on voit que c'est un petit peu plus au bureau, mais même au bureau, en fait, on voit que 56%
sont uniquement en présentiel au bureau. Et c'est aussi relié à ce que l'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire à la composition des gens qui sont dans les bureaux. Parce que comme vous le voyez là, alors en rouge, vous avez ceux qui sont uniquement en présentiel, en bleu, ceux à qui il arrive de travailler en dehors du bureau. Et vous voyez évidemment là que on retrouve davantage en fait de CSP+, on retrouve davantage de franciliens, on retrouve davantage de managers qui ont cette possibilité en fait de travailler ou qui travaillent en dehors du bureau. En revanche, les employés, par exemple, sont davantage en présentiel uniquement au bureau. Alors dans ce contexte où on alterne, où il y a cette hybridation en fait entre le bureau ou chez soi, eh bien le bureau en fait, qu'est-ce que c'est la raison d'être du bureau si on alterne chez soi, autre lieu de travail et bureau? Eh bien, en fait, ce que l'on a vu dans notre baromètre, c'est que venir au bureau, on vient au bureau pour les autres. C'est là où je vous disais, on retrouve en fait la fonction sociale du bureau. Quand on demande aux gens en fait dans quelle mesure ils sont d'accord, on leur proposait tout un tas de propositions, en fait, tout un tas d'opinions et de ressentis sur lesquels ils pouvaient se positionner dans notre étude. Et on leur demandait, par exemple, les moments de convivialité, de partage et de créativité sont les plus importants quand je vais au bureau. Quand on leur demande ça, il y en a 70% qui s'accordent avec cette proposition et il y en a même 18% qui nous disent qu'ils sont tout à fait d'accord. Donc on voit en fait l'importance des autres, l'importance de la sociabilité au bureau. Et on voit d'ailleurs que les relations sociales en fait sont plus satisfaisantes au bureau qu'ailleurs. Là, vous voyez par exemple, on croise en fait au bureau la satisfaction, le degré de satisfaction concernant la possibilité d'échanger, de travailler avec d'autres personnes selon le lieu de travail. Et là, vous avez au bureau, 82% sont satisfaits en fait de leurs relations avec les autres sur leur lieu dans leur bureau, sur leur lieu de travail, dont 22%, donc 1 sur 5, qui est très satisfait. Et c'est plus qu'au domicile. Alors on a réussi à translater un peu, c'est déjà beaucoup au domicile, on a réussi à translater quelques sociabilités évidemment avec le numérique, mais c'est quand même pas aussi bien qu'au bureau. Et puis dans les tiers-lieux, c'est un peu moins parce qu'on travaille souvent avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc voilà, la question des relations sociales est importante au bureau. Et puis cet attrait pour la sociabilité au bureau, donc c'est de la sociabilité, mais c'est aussi de la convivialité, c'est aussi de la commensalité. C'est-à-dire que quand vous regardez, quand on a demandé aujourd'hui qu'est-ce qui devrait être les espaces indispensables, en fait, quels sont les espaces indispensables au bureau, eh bien, on nous parle de tous ces espaces informels que sont le coin café. On nous parle de l'espace de détente et de partage informel, et on nous parle, je vous disais, commensalité, on nous parle de la cafétéria, de la cuisine, du restaurant d'entreprise, de là où on mange. Alors c'est très français aussi. Et l'outdoor. Comment ? Et l'outdoor. Et alors j'allais y venir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intéressant, alors qu'on pourra peut-être développer, je sais que ça se travaille chez Saghez, mais la question de la biophilie. C'est-à-dire en deuxième position, on voit le jardin, une terrasse, un espace vert. La biophilie, c'est un terme, on en reparlera avec Benoît, mais c'est un terme qui a été inventé par un philosophe qui s'appelle Erich Fromm, mais qui a été repris par un monsieur qui s'appelle Edward Wilson et qui parle de biodiversité. Et il dit la biophilie, c'est pas l'envie de nature, comme on parle souvent dans un petit coin de nature, c'est le besoin de nature. Et c'est amusant de retrouver ça ici, bien avant en fait tout un tas de pièces que l'on pourrait retrouver en fait dans les bureaux, qu'il s'agisse de bibliothèques, salles de visioconférence ou autres salles de réunion. Donc vous voyez l'importance du bureau qui aussi, et là je passe vite, mais permet aussi de bien séparer la vie privée et la vie professionnelle, qui est une autre des questions, une autre question par rapport au travail. Mais ce qu'on voit également dans notre baromètre aujourd'hui, c'est que donc le bureau n'est pas mort, est loin d'être mort, mais sans doute pas du tout dans sa version d'avant. Parce que justement, je vous l'ai montré tout à l'heure, le télétravail, donc massif, 42% des personnes que nous avons interrogées télétravaillent, et il est largement choisi. Et puis, il est largement... je passais du coup assez vite, mais il est largement satisfaisant. C'est-à-dire que c'est un plébiscite, tout le monde est satisfait de télétravailler. Alors on pourra en discuter, c'est peut-être une étape 1 avant d'autres types de revendications. Mais en tout cas, aujourd'hui, les gens ne subissent pas le télétravail, ils le choisissent, ils en sont extrêmement satisfaits et ils en voudraient plus. Ceux qui le pratiquent en voudraient davantage. Aujourd'hui, on est à peu près entre 1 et 2 jours, et les gens, ce qu'ils nous disent, c'est plutôt 2 ou 3 jours.
Donc là, on voit que justement cette aspiration, cette liberté, le télétravail, c'est un petit peu comme un droit gagné sans lutte sociale. Et ça, c'est pas possible de revenir là-dessus. Ce ne sera pas possible de revenir là-dessus. Parce que c'est aussi un gain d'autonomie, c'est un gain de liberté, c'est un gain aussi de pouvoir ajuster sa vie personnelle un peu et son rythme personnel avec son rythme de travail. Et puis quand on leur demande en fait dans quelle mesure ils sont aujourd'hui, ils se sentent investis dans leurs tâches, qu'ils soient au bureau ou qu'ils soient à la maison, on voit que ça change pas grand-chose. Ils sont presque un petit peu plus investis, se disent presque un petit peu plus investis quand ils sont à la maison. On voit aussi par ailleurs dans d'autres études qu'on a tellement peur, je dis ils, mais nous en fait, on a tellement peur de revenir sur le télétravail que surtout justement on s'investit et on le part de beaucoup de vertus. Après, au-delà du télétravail, il n'y a pas que ça. Ce qu'on voit, c'est que, alors c'est intéressant parce que dans le baromètre, dans les versions précédentes du baromètre, il y avait cette question du nomadisme, Odile. Et à ce moment-là, le nomadisme, en fait, en 2017 ou en 2019, c'était travailler en dehors du bureau, même occasionnellement. Là, quand on a regardé notre baromètre, comme vous voyez, on est à 72% maintenant des gens qu'on a interrogés. On s'est dit, la définition, elle ne tient plus quand ça devient trop massif. Il faut redéfinir en fait les termes. Et du coup, on s'est dit, OK, occasionnellement, mais on va être plus strict en fait, et on va parler de 3 lieux différents au cours d'une semaine. Mais là, ça fait 9%. On peut se dire, c'est pas beaucoup, 9%, c'est quand même une personne sur 10 à qui il arrive de façon hebdomadaire de travailler dans 3 lieux différents. Donc on voit, ok, c'est une question du télétravail, mais on voit bien que l'espace explose au-delà même du domicile à d'autres lieux. Et donc ça pose la question, c'est vrai, quand ça explose comme ça, il y a la question, il y a le bureau, il y a chez soi, et puis il y a d'autres lieux, des lieux tiers. Et donc là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, il y avait une proportion assez importante des gens que nous avions interrogés qui fréquentaient en fait ces lieux tiers. Alors je vous disais tout à l'heure, les locaux de ses clients. On travaille aussi dans les transports ou dans les gares. On travaille dans des espaces publics. On travaille dans des cafés, des restaurants et des hôtels. Et on travaille, en fait, il y a une diversité de lieux maintenant qui peuvent accueillir ce travail. Après, il y a des aspirations plus ou moins distinctes. Il y a une façon de s'approprier les espaces qui peut être, elle aussi, plus ou moins choisie ou subie. C'est-à-dire, on voit le coworking. Le coworking, on est plutôt dans le choisi. Et bon, ceux qui ne l'expérimentent pas, ils ne savent pas trop bien ce que c'est. Pourquoi pas en majorité. En revanche, les hôtels, pour l'instant, on voit que ce qu'on voit en fait dans notre baromètre, parce que c'est un sujet qui nous intéressait aussi particulièrement, c'est que le travail à l'hôtel, il est plutôt subi. C'est plutôt parce qu'on s'y déplace, qu'on y fait des déplacements professionnels, puis on y travaille plutôt dans sa chambre, et on n'imagine pas trop travailler à l'hôtel pour l'instant. C'est pas quelque chose, en fait, on n'identifie pas encore l'hôtel comme un lieu de travail, on le choisit pas, et puis on voit plutôt aussi qu'il n'est pas complètement adapté. Pour l'heure, en tout cas. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, où est-ce qu'on a des bonnes conditions de travail, température, éclairage, des choses très matérielles, c'est plutôt évidemment d'abord chez soi. Et puis on voit à chaque fois que à l'hôtel se trouve toujours en dernier, où est-ce que la qualité du mobilier, l'aménagement, en fait, pour travailler, on ne parle pas en général, mais pour travailler, c'est plutôt au bureau d'abord, puis ensuite au domicile, et puis en tout dernier ressort dans les hôtels. Idem pour les places disponibles ou pour l'ergonomie. En fait, pour le moment, ce qu'on voit, c'est sur cette question qui nous intéressait d'explorer, on voit que, aux yeux, en fait, en tout cas des actifs qu'on a interrogés, l'hôtel n'est pas encore prêt, n'est pas encore adapté et il ne l'imagine pas comme une solution. Donc là, je vais faire une pause là, comme ça j'éviterai de... Très bien. Je vais prendre le relais alors. Merci beaucoup, Guénaëlle. Désolée de vous avoir pressé, mais bon, je voudrais donner la parole. Alors, je vais d'abord donner la parole à Jean-Philippe Cordina de Sagaies, parce que je voudrais revenir sur les fameux lieux informels. Vous l'avez entendu, les salariés, effectivement, trouvent indispensables ces lieux informels. Alors, dans vos projets actuels, dans vos projets récents, est-ce que vous constatez, est-ce que vos clients, effectivement, vous demandent de particulièrement soigner ces lieux-là ? Bonsoir. Alors oui, mais effectivement, le point, il démarre bien avant, en fait. Et comme le disait Gaël, il y a un profond changement, je pense, dans les attentes de ce que doit représenter le monde du travail aujourd'hui et dans le désir de sociabilisation qu'on vient y chercher. Il y a quelques années,
le salaire, la carrière, c'était les moteurs, on venait pour ça, on faisait son travail. Aujourd'hui, il y a une attente qui est quand même beaucoup plus large et qui va vers justement beaucoup plus de demandes de sociabilisation. Il y a besoin de retrouver un lien, de retrouver du contact avec les gens. Je pense que le Covid nous a coupé du lien humain. On s'est aperçu justement de l'importance qu'il pouvait avoir dans les équilibres et ça a redéfini l'espace par ricochet. C'est-à-dire que ce n'est pas juste faire du décor, c'est vraiment créer des usages et des espaces qui ont ce caractère tout à fait particulier de relier les gens entre eux. Et je pense qu'ils ont perdu ça pendant quelques mois. Mais est-ce que c'est devenu majoritaire maintenant? Parce que moi, quand j'entends mes industriels de meubles, ils me disent, mais c'est fou maintenant, c'est les appels d'offres concernant les espaces informels, ça a dépassé le 50%, c'est 60%. C'est même à se demander s'il reste encore des sièges à roulettes. Oui, il en reste encore, puisqu'il reste, les gens viennent au bureau. Alors, je pense que déjà, on a changé la manière de travailler. Et quand on regarde ce qui s'est passé avec le Covid, il y a bien sûr, on a fait du télétravail, mais on a changé les outils. En changeant les outils, on est tous équipés d'outils mobiles. Donc, par essence, on peut travailler n'importe où. C'est ce qui fait aussi, à mon avis, la grande progression du nomadisme. C'est qu'auparavant, on était quand même un peu bloqué. On avait sa tour au bureau. Et puis, l'outil informatique a quand même été une révolution dans cette liberté qu'on peut avoir aujourd'hui. Et ça libère l'espace aussi. C'est-à-dire que si vous n'avez plus le fil, finalement, vous pouvez concevoir les espaces différemment. Changer le lieu, c'est changer le rapport au travail. C'est complètement inversé. C'est pas juste du décor. Le décor, ça sert à rien. C'est du greenwashing quand on faisait du bois sur les murs pour être écologique. Enfin voilà, le décor, c'est ça. Là, on est dans des vrais nouveaux usages. C'est un vrai nouveau rapport au travail et ça répond à des vraies aspirations. Très bien, merci. Je ne sais pas, vous n'avez pas passé finalement la slide sur le Flex Office? Non. Oui, c'est vrai, vous ne l'avez pas passé. Parce que je voulais poser une question là-dessus. Parce que cette année, on a un peu mieux précisé la question sur le Flex Office. Parce qu'on s'était rendu compte dans les enquêtes précédentes qu'il y avait vraiment un rejet du Flex Office de la part des salariés. Et on s'est dit, mais en fait, finalement, le Flex Office, il y a tellement de configurations différentes. Et on a demandé effectivement si les gens étaient quand ils venaient dans un bureau qui n'était pas attribué, est-ce que c'était au cœur de leur équipe ou c'était n'importe où dans l'immeuble? Et effectivement, le cas majoritaire, c'est plutôt au sein d'une équipe. Alors, je voulais savoir comment vous aménagez effectivement, comment maintenant vous appréhendez le flex office dans les entreprises de façon à ce que le salarié qui a priori rejette le flex office comme il y a 20 ans, il rejetait l'open space, soit se sente chez lui, soit dans son port d'attache au sein de son équipe. Alors justement, il faut retrouver son territoire. C'est vraiment, on est des petits animaux, on est des petites bêtes, on est lâchés au milieu d'une grande forêt, puis tous les jours on va grignoter un petit peu de territoire. Donc il faut redécouvrir, redéfinir un territoire. C'est vraiment important, il ne faut pas que le territoire soit trop petit, parce qu'autrement on tourne en rond. S'il est trop grand, on est complètement perdu. Donc il y a vraiment une granularité à trouver, ça se définit vraiment avec le bâtiment et avec l'entreprise, les équipes, la philosophie. Donc c'est un vrai maillage, il n'y a pas deux scénarios identiques. Mais globalement, l'idée, c'est vraiment de regrouper plusieurs activités connexes qui ont des vrais liens potentiels entre elles dans un espace à échelle humaine. Et ça, c'est vraiment important. On parlait de biophilie tout à l'heure. La biophilie, c'est pareil, c'est pas mettre des plantes vertes et encore une fois faire du greenwashing. La biophilie, c'est plein de règles, c'est avoir des refuges, c'est avoir des repères, c'est se sentir en sécurité, c'est avoir une relation à l'espace, à la lumière qui soit très bien définie. C'est régi par beaucoup de règles et ces éléments-là, ils permettent justement de définir des territoires de flex office que l'on peut s'approprier. Et c'est beaucoup de pédagogie à faire auprès des équipes et d'embarquement aussi. Donc on verra dans 2 ans si effectivement la satisfaction des salariés pour le flex office a progressé. Guillaume Pro, donc directeur de Maison Objet, tu l'as vu, l'enquête montre effectivement cette hybridation, ce mouvement vers une plus grande hybridation des lieux. Et je voulais savoir, est-ce que finalement tes clients, enfin les architectes d'intérieur, les architectes, enfin, tous les clients qui viennent dans ton salon, est-ce qu'ils viennent justement chez vous parce que vous n'êtes pas spécialisé sur le bureau? Bonsoir à tous. Je pense effectivement que c'est une des grandes forces de Maison Objet aujourd'hui de ne pas couvrir un seul domaine, mais d'avoir une transversalité très importante sur bien des univers. Et ça fait longtemps en réalité que les gens viennent chez nous pour ça,
pour trouver effectivement des compléments de ce qui n'est pas forcément dans leur cœur de métier. C'est beaucoup d'inspiration, c'est beaucoup de créativité. Et par ce biais-là, on a la possibilité, en venant sur Maison Objet, de pouvoir ménager un intérieur de manière un petit peu différente, un peu singulière. Un intérieur et un extérieur, parce que l'outdoor est important chez vous. L'outdoor revient en force à partir dans les prochains mois sur le salon. Mais en réalité, lorsqu'on a lancé Work en septembre 19 sur le salon, on était bien avant Covid, mais déjà c'était un élément très important. Et l'hybridation des espaces est quelque chose qui, pour nous, est assez naturel en réalité. Et intégrer une offre work au sein même de Maison Objet était aussi une manière de dire, vous savez qu'on a beaucoup d'exposants chez nous qui sont originaires de la maison, mais qui adaptent aussi leur offre de produits, tenant compte de ces évolutions-là. On avait déjà un peu de télétravail, ça s'est évidemment beaucoup amplifié, mais on a des industriels de la maison qui aujourd'hui sont très à même aussi de pouvoir apporter des solutions un petit peu différentes de ce que font les professionnels de l'ameublement de bureau, qui eux aussi ont énormément fait évoluer leur gamme de produits. On voit aujourd'hui faire comme à la maison, exactement, faire comme à la maison. Et aujourd'hui, un mobilier dans l'absolu d'aménagement bureau pourrait tout à fait se retrouver, et se retrouve d'ailleurs très naturellement dans les intérieurs. Alors, est-ce que, on a vu, les hôtels ont encore de grandes marges de progrès, on en parlera, Stéphane aussi. Est-ce que c'est pour ça que tu ouvres cette année la section Work à l'hospitality, à l'hôtellerie ? Alors, on ouvre, en réalité, on développe un espace hospitality, en tout cas une stratégie au travers de l'hospitality pour faire prendre conscience que Maison Objet n'est pas uniquement un salon de déco, un salon de cadeaux, un salon d'objets, mais qu'on a aujourd'hui 30% de la clientèle qui sont relatifs à la prescription, l'hospitality, le contract, qui viennent chercher ces solutions-là sur le salon. Et on est en plus de l'international, en plus, exactement. Pas seulement français. Alors, c'est exactement ça. À l'international, c'est une vraie réalité. Les gens savent qu'ils peuvent venir trouver ce genre de produits sur le salon. Au niveau français, c'est peut-être un petit peu différent. Il y a des salons qui sont très spécialisés dans l'univers du bureau, dans l'hôtellerie. Néanmoins, on apporte, nous, ce regard beaucoup plus lifestyle, on va dire, un peu plus singulier aussi, parfois, dans les propositions, dans les offres produits qui sont faites sur le salon. Et les hôteliers aiment beaucoup venir sur le salon justement pour apporter cette touche de différenciation à leur espace. Quand un Wojo ouvre, ils n'ont qu'une préoccupation, c'est de se différencier de ce qui existe déjà. Et c'est vrai que c'est parfois un petit peu plus facile, et on le sent ici dans l'environnement très lifestyle qu'il y a de ce bâtiment, d'aller sortir un petit peu des sentiers battus que les fournisseurs qui sont à proprement parler spécialistes dans ces deux univers-là. Et donc l'hospitality, oui, c'est un gros développement sur le salon dans lequel on intègre évidemment la partie work. Merci Guillaume, tu as fait la transition avec Stéphane. Alors justement Stéphane, ce qui est intéressant avec ce qu'a ressorti Guénaël cette année, c'est-à-dire ces fameux 3 lieux fréquentés, donc c'est dans le mois, hein, non, dans la semaine. Dans la semaine, 3 lieux dans la semaine. Donc c'est une aubaine pour vous, parce que vous êtes aussi bien un espace de coworking, vous êtes du bureau, et puis aussi par votre actionnariat, vous êtes aussi dans l'hôtellerie. D'ailleurs, expliquez-nous, parce que effectivement, ces espaces de coworking, je ne sais pas si finalement les gens savent exactement ce que c'est, parce que votre modèle a sacrément évolué. Donc expliquez-nous un peu ça. Vous avez 2-3 heures devant vous. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir au dernier site Wojo ouvert avec 13 000 m² parmi les 18 sites que nous avons en France et en Espagne. Et effectivement, on a cette chance-là d'être dans ce train du changement et de pouvoir répondre aux attentes à la fois sur ce qu'on appelle le coworking, c'est-à-dire un nom assez générique aujourd'hui pour dire à la fois des bureaux, mais des espaces flexibles et des salles de réunion. Et on couvre également, et c'est ça l'intérêt, encore une fois, et l'importance de cette étude, c'est de pouvoir aussi couvrir le nouveau bureau. Et nous, 85% de notre chiffre d'affaires est fait par des bureaux. 10% par de la salle de réunion et 5% uniquement par du coworking à la journée ou du coworking à l'abonnement. Donc, le gros de notre offre, c'est le nouveau bureau. Des bureaux loués à des entreprises. Des bureaux loués à des entreprises, à la fois des TPE, PME, start-up, ce qui est 50% de notre mix d'entreprises, mais également, et c'est ça la grande nouveauté, à des grandes entreprises pour 35%, et ensuite par des TPE ou des freelances. Mais le chiffre de 35% de grands groupes qui prennent des bureaux ici, pour exemple, ici,
on a signé la semaine dernière 500 postes avec LVMH. C'est assez impactant de se dire qu'une boîte comme LVMH, qui est très statutaire, qui a généralement des immeubles et un fonctionnement assez privé, corporate, très installé, a décidé de venir dans un site comme le nôtre pour plusieurs raisons. D'abord, cette notion de flexibilité, d'optimisation des coûts. Je vous en parlerai si vous avez un peu de temps. Pas de bail contraignant. Pas de bail contraignant, pas de long terme, mais de pouvoir gérer. Là, en l'espace de quelques mois, ils sont passés de 350 à 450 postes. Déjà, ils n'auraient jamais pu faire ça dans un bail traditionnel. Impossible à faire. Donc cette notion d'optimisation, de flexibilité, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, de plus en plus, tout ce qu'on a vu dans cette étude, à savoir le bien-être au travail, l'attractivité des talents, la rétention des talents et l'ambiance que l'on génère dans un espace qui est multi-entreprise. Et ça, c'est aussi très, très important, puisque c'est marqué aussi dans cette étude, ce lien social, à la fois avec ses collègues, mais également avec d'autres entreprises. Et ça, post-Covid, c'est très, très marquant. Le lien social au travers des animations, au travers des lieux, des conférences, des after-work, et également des designs différents. On travaille, merci de l'avoir souligné, sur des designs très différents. Chaque site Wojo a un design et une signature différente, mais toujours avec des marqueurs très forts que sont des lieux de rencontre, comme celui-ci, qui est généralement toujours ponctué par de la restauration, qui revient quand même en premier lieu dans les lieux de convivialité. Et la restauration, c'est notre ADN, puisqu'on vient du monde de l'hospitalité. Et je vais faire le lien. Groupe Accor. Moitié groupe Accor, moitié groupe Bouygues Immobilier. Et donc, ces lieux de convivialité participent au bien-être au travail. Et c'est ce qu'on observe, nous, quand on analyse la satisfaction de nos membres, de nos clients. C'est justement cette notion de partage entre les entreprises, pas uniquement avec son entreprise, mais de partage entre les entreprises, et de pouvoir vivre des lieux comme des lieux de restauration, mais des lieux extérieurs. Généralement, dans tous les sites Wojo, il y a une terrasse, des jardins, parce que ça contribue énormément. Et puis, maintenant, des incontournables comme les phone box, comme des espaces pour faire la sieste, des espaces pour faire la fête aussi. Et si vous allez au 7e étage, après, vous y êtes tous conviés pour voir un petit after-work qui, à mon sens, va être assez animé ce soir, vu les spécimens que j'ai vus arriver. Et donc, mais aussi, on travaille énormément dans nos espaces. Et donc, pour faire le lien avec l'hôtellerie, Oui. et en dehors du fait que Accor soit un de nos 2 actionnaires, on a tout de suite vu que la fonction travail, la fonction work dans les hôtels existait depuis la nuit des temps. On a tous travaillé dans des hôtels au moment de voyage, mais on n'a pas été jusqu'au bout de cette fonctionnalité dans les hôtels. Et que ce soit dans les chambres ou que ce soit dans les lieux communs, comment on peut améliorer. Et c'est en cela où nous, on accompagne les hôtels Accor. Et il y a des Wojo Spots et des Wojo Corners dans 350 hôtels en France. On le développe également en Amérique latine. Pourquoi l'Amérique latine? Parce que les propriétaires des hôtels en Amérique latine ont tous accroché à Wojo. Ils ont mis des Wojo dans tous les hôtels. Et on va le faire bientôt en Afrique subsaharienne pour développer justement ces fonctionnalités du travail dans l'hôtel, dans les lieux communs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir des marqueurs forts dans les bars, dans les espaces communs, des phone box dans les hôtels. Vous n'aviez jamais vu de phone box avant dans les hôtels, ça n'existait pas. Hein. On avait le fameux service à faire tout pourri avec les 3 ordinateurs qui traînaient sur une table qui n'étaient jamais utilisés parce que qui est-ce qui allait utiliser un ordinateur? Bon. Donc ça, c'est fini. Et maintenant, ce sont des vrais espaces de coworking, des vrais espaces animés. Et on va encore un cran plus loin en transformant les chambres pour en faire des bureaux à la journée avec la signature Wojo, et encore un cran plus loin pour transformer des hôtels, voire de construire des hôtels, 1 tiers bureau flexible comme ici, 2 tiers chambres. Et là, on retrouve
une autre grande tendance qui est un peu suggérée par l'étude, qui est la mixité des usages, le mixed use, et qu'on voit aussi, d'où la très bonne idée de faire cohabiter l'hospitality et le work dans des occasions comme Maison Objet. Oui, parce que l'enjeu de l'hôtel, c'est qu'ils reçoivent des populations tellement diverses, entre effectivement le voyageur d'affaires, ceux qui viennent pour le tourisme, et puis le télétravailleur, mais maintenant aussi l'entreprise, parce que j'ai cru comprendre que justement l'entreprise aimait bien maintenant venir faire ses séminaires dans les hôtels, parce que l'hôtel, l'hospitality, c'est le savoir-faire, c'est la force de l'hôtel. Ça fait rentrer aussi. L'hospitality est maintenant complètement rentré, ou va rentrer de plus en plus dans le monde du bureau. C'est ça qui va faire la différence. Ce qui fait la différence entre ce qu'on propose, nous, et un certain nombre de bureaux, c'est le service plus. C'est, j'espère, l'accueil en bas, dans tous nos halls, qui est très différent de ce qu'on peut avoir dans les accueils de bureaux traditionnels, où vous avez quelqu'un qui vous demande votre carte d'identité en échange d'un badge ou en échange d'appuyer un bouton pour un tourniquet, avec un canapé qui est bon, voilà. Jamais on vous propose un café, jamais on vous propose. Bon. Et ça, c'est fini, c'est plus possible quand on reçoit des clients ou des collaborateurs ou des candidats. Ça fait pas, c'est pas ce qui fait la différence. Bon, donc dans 2 ans, quand on interrogera nos salariés, on va voir que la satisfaction dans l'hôtel va progresser. Oui, j'espère. Je ne sais pas si ce sera grâce à la fonction work, mais en tout cas, ça bouge. Et puis surtout, la fonction work dans les hôtels, c'est surtout, encore une fois, comme en lien avec l'étude, c'est surtout sur la communauté qui vit autour de l'hôtel. Oui. C'est celle-là qui est très intéressante. Et on a de plus en plus de salariés, de télétravailleurs qui ne peuvent pas travailler de chez eux, mais qui ont toujours un hôtel à proximité et sur lequel ils peuvent aller travailler. Et l'hôtel peut devenir ce fameux bureau de voisinage dont on parle toujours, parce que finalement, vos beaux espaces comme ici, c'est plutôt dans les métropoles, et les gens, enfin, si on prend les Franciliens, ils habitent loin de Paris, et c'est là qu'il faudrait effectivement des bureaux de voisinage pour que les gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas travailler chez eux puissent trouver un lieu effectivement pour travailler. Merci Stéphane, le temps passe. Alors maintenant, je voudrais terminer cette table ronde avec Benoît Elbrun. En fait, ce qui m'a surpris dans l'enquête, c'est qu'on ne parle pas du sentiment d'isolement dont on a beaucoup parlé ces derniers mois quand on est télétravailleur. On disait, oui, mais le télétravail, ok, c'est bien, mais alors il y a un sentiment d'isolement. Et on ne le retrouve pas dans cette enquête. Donc, comment vous interprétez ça? Est-ce que... On ne le retrouve pas parce qu'on n'a pas vraiment posé la question. Ah donc, si, on avait posé la question. Mais moi, je pense que... en fait, dans l'étude, en fait, ce qu'on voit, c'est clairement une tension entre, d'un côté, une volonté d'échapper à la subordination du travail classique dans un cadre taylorien, et en même temps, la peur de l'isolement. Parce que, en fait, quand je télétravaille, comme le disait Guénel, je ne peux pas jouer mon rôle. Si on part du principe que... comme le montrent les sociologues, notamment un sociologue qui s'appelait Erving Goffman, en fait, la vie quotidienne, c'est une scène de théâtre, donc pour lesquelles il y a des scripts, des costumes, des rôles, etc. Donc il faut des lieux aussi. Et quand je suis en télétravail, il est beaucoup plus difficile, en fait, de jouer ce rôle. Et donc le danger du télétravail, c'est de fabriquer des êtres qui sont anomiques, c'est-à-dire des êtres qui sont totalement isolés, et donc qui ne respectent plus les règles de la vie en communauté. Et donc je pense qu'il y a une tension entre, d'un côté, cette volonté d'isolement que je vais quand même plus avoir à la maison ou dans un tiers-lieu, parce que peut-être qu'il y aura des éléments physiques qui sont dédiés, et en même temps ce désir de convivialité. Donc je crois que c'est une tension, et donc ça veut dire que peut-être qu'il y a une spécialisation des espaces selon les attentes. Ça me semble très, très important. C'est-à-dire que le télétravail, on le valorise essentiellement pour des raisons d'efficacité. C'est-à-dire, j'ai moins de transport. On s'est aperçu que si j'avais plus de 30 minutes de transport dans chaque sens, ça faisait décroître le sentiment de bien-être au travail. Donc ça, c'est très important. Je peux mieux m'organiser. Bon, après, on sait qu'il y a quand même une asymétrie entre les hommes et les femmes. Bon, ça, on ne l'a pas mesuré, mais il y a d'autres enquêtes qui l'ont mesuré. On n'a pas encore fait tous les croisés, mais
Ouais, on va les faire. Mais en gros, le télétravail, c'est plus pénible pour les femmes parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de répartition des tâches. Et beaucoup d'enquêtes montrent que les hommes qui télétravaillent ont tendance à s'enfermer dans une chambre. Et donc, les enfants disent « Ah ben, on ne voit plus du tout papa ». Et donc, c'est très paradoxal parce que les femmes demandent du télétravail alors qu'en fait, ça accroît la pénibilité. Mais donc, du coup, il y a un scénario, pour moi, très clairement d'efficacité dans le télétravail. Donc ça, c'est un des scénarios, c'est une attente. Mais il y a une autre attente qui est une attente de sociabilité, de relations, etc. Donc c'est tous ces espaces dont vous avez très très bien parlé. Et donc ça dépend des moments. Ça dépend aussi peut-être des jours de la semaine. Et donc, en fait, quand on parle d'hybridation, on parle de la façon d'articuler dans le temps des éléments spatials et des éléments temporels, c'est-à-dire des fonctions avec des scénarios. Et je pense qu'on va vers une représentation un petit peu duale du travail, c'est-à-dire j'ai une approche très, très fonctionnelle, l'efficacité, etc. Et j'ai besoin aussi d'avoir des soupapes de décompression avec tout ce que vous faites extrêmement bien. Et puis, il y a une troisième dimension, mais ça, on va l'explorer après. C'est la dimension, mais vous en avez déjà parlé, c'est la dimension hédonique, le bien-être, le bonheur, Voilà, etc. on va en parler. Ça, on va en parler. Donc, il y a ces trois scénarios. Et la question, c'est comment on articule, en fait, ces scénarios pour un collectif et pour des individus. Sachant que je pense qu'on est en train d'abandonner cette idée qui a quand même beaucoup façonné le monde du travail depuis une génération, qui est le cluster, qui vient en gros de la Californie et qui dit que pour être plus créatif, il faut que les gens soient dans le même espace parce que ça va favoriser tout un tas de choses du travail collectif. Et en fait, aujourd'hui, on est plus, je pense, dans l'idéologie de la sérendipité, c'est-à-dire le fait de rencontres informelles autour de la machine à café, ou etc., ou dans le jardin, qui font que ça va stimuler la créativité. Donc on voit qu'il y a un déplacement, idéologique, de la même façon que il me semble qu'en fait, l'entreprise est en train de vivre la mutation qu'a connue la famille au cours des 50 dernières années. Parce que ce que montrent les sociologues de la famille et du couple, c'est qu'avant, la fonction de la famille, c'était la reproduction d'un patrimoine culturel, symbolique, économique. Ça, c'était jusqu'à il y a 40-50 ans. Aujourd'hui, la fonction de la famille et du couple, c'est l'émancipation de chacun des membres. Et en fait, en miroir, on voit bien que la fonction du travail et la fonction de l'entreprise a changé, puisqu'aujourd'hui, on est très, très clairement dans une idéologie de l'émancipation. Oui, voire même d'individualisation, on pourrait Mais dire. c'est lié. Oui, c'est ouais, lié. oui. Merci Benoît. On enchaîne. Guénaël, les deux dernières parties sur le bien-être et sur la marque employeur. Oui, et sans compter aussi, pour rebondir sur le télétravail, que on télétravaille la plupart du temps avec des gens avec lesquels on a appris à travailler avant. Ce qui va être de moins en moins le cas. C'est-à-dire les corps sociaux vont maintenant se créer avec des gens qui n'ont pas appris à télétravailler ensemble. Alors, effectivement, sur la recherche du bien-être au travail, alors déjà, on démarre peut-être, et je vais peut-être aller vite parce que sinon je vais me faire houspiller et je devrais accélérer vers le final, et c'est plutôt là que c'est intéressant. D'abord sur la satisfaction. Et ça, on l'a entendu pas mal et on l'a mesuré, et en plus on disposait effectivement des dernières mesures du baromètre. La satisfaction, la qualité de vie au travail aujourd'hui, il y a 77% des gens qui nous disent être satisfaits de leur qualité de vie. Il y a seulement 15%, 14% qui nous disent être très satisfaits. Et là-dessus, c'est important parce que les gens ont du mal à dire qu'ils ne sont pas satisfaits, parce que c'est une image d'eux-mêmes aussi qui renvoie, en fait, à travers cette question. Donc, 77% de satisfaits, on peut se dire c'est chouette. Il faut considérer qu'il y en a qui nous disent, les 2 tiers nous disent plutôt satisfaits. Hein, et surtout, ça baisse déjà de 10 points, et c'est les très satisfaits qui baissent de 10 points depuis 2019. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pourrez en disposer. Et de la même façon, ce que l'on voit, c'est que le stress au travail... Là aussi, c'est sans doute lié, mais le stress au travail concerne aujourd'hui un des actifs que l'on a interrogé sur 2. Je rappelle qu'on interroge les gens qui sont dans les bureaux. Ce n'est pas tous les actifs, mais un sur 2, et dont 1 sur 10 qui est tout à fait d'accord avec le fait qu'ils se sentent stressés dans le travail. Et là, on a plutôt une augmentation
par rapport à 2019. Donc une satisfaction qui baisse, un stress qui progresse, et ce dont je vous parlais au début, c'est-à-dire ces tentations, où là on l'a bien mesuré, on en parle dans les médias de cette tentation en fait de quitter son travail, de se reconvertir. Alors, il y a eu beaucoup ça post-Covid, bien sûr, mais là, on voit aussi cette tentation. 30% nous disent qu'ils envisagent de quitter leur travail dans les prochains mois. Vont-ils le faire ou pas? La question, l'histoire ne le dit pas encore, mais il y a cette envie-là. Et puis, ce qu'on a appelé le quiet quitting, on peut s'interroger d'ailleurs sur ce concept, mais vous vous sentez peu engagé dans votre travail, vous effectuez ce qui vous est demandé sans faire plus, juste sans faire plus. Eh bien, ce sont 42% des gens qu'on a interrogés qui se trouvent dans cette situation. Donc, c'est quand même une situation qui interroge l'engagement, en fait, dans un cadre où la satisfaction est en reflux. Oui, avec un chiffre quand même en termes d'âge. Il y a une surreprésentation. Je passais, oui, effectivement, assez rapidement. Odile, si vous voulez insister sur les chiffres, sur le quiet quitting, vous parlez de plus présent chez les plus jeunes. C'est exact. Après, ce qui est intéressant, on a fait l'exercice à travers tout un tas de dimensions qui peuvent jouer justement sur cette satisfaction au travail. Une analyse en corrélation, c'est-à-dire qu'est-ce qui pèse le plus dans cette satisfaction. On ne le demande pas, on le calcule. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on déclare. On essaie de voir le rapport entre une satisfaction globale et toutes ces dimensions-là. Ce qu'on va voir, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, d'abord, il y a la question du rôle de l'employeur. Mon employeur se préoccupe de mon bien-être au travail. Mon employeur se préoccupe de moi. Se préoccupe de ma situation et de comment je suis installée, de comment je fais mon travail, etc. Je me sens écoutée par ma hiérarchie. Alors c'est déjà, là, je vous renvoie aux travaux de la DARES là-dessus et de Thomas Coutreau sur ce sujet-là. L'écoute, la démocratie sociale au travail, c'est quelque chose d'important. Donc, en fait, mon employeur se préoccupe de mon bien-être, je me sens écoutée, je compte, et dans mon individualité, c'est ce que disait Benoît. C'est compliqué. Avant, on appartenait à des collectifs. Du moment que le collectif était reconnu, on se sentait reconnu. Là, maintenant, non, c'est moi individuellement qui veux être reconnu. Il y a du boulot aussi pour les managers derrière. Et puis, ce qu'on trouve derrière, c'est les espaces de travail. Et ça nous concerne ce soir particulièrement. Les espaces dont je dispose sont bien adaptés à mes besoins. La satisfaction à l'égard des espaces disponibles au bureau. Et rendez-vous compte, ces deux dimensions-là arrivent avant ce qu'on appelle le sens. Vous savez, on dit tout le temps, on est à la recherche du sens. Et sentir que son travail a du sens, par exemple, ça intervient après. Et après, tout un tas d'autres dimensions. Et au passage, et pour revenir sur ce que disait Odile, regardez être en flex office, comment ça contribue, ça dégrade la satisfaction, ça contribue pour le coup très négativement à la satisfaction au travail. Flex office, justement, dans une perspective de personnalisation et d'individualisation. Si mon poste peut changer tout le temps, je peux changer tout le temps. Je suis interchangeable aussi, comme mon poste est interchangeable. Donc, voilà. Alors, et maintenant, si on creuse sur justement ces espaces de travail, c'est là où, pour nous, il y a matière à réflexion, parce qu'on a posé la question sur quel degré d'importance a votre espace de travail sur toutes ces dimensions, que ce soit la santé, le bien-être. Vous avez vu, ça arrive en premier. Et puis surtout, ça augmente par rapport à 2019, la santé. Et puis, on a après, justement, des dimensions qui comptent. Donc, la relation avec les personnes que l'on encadre quand on est manager, la motivation, l'atmosphère, l'efficacité, la qualité des relations, en fait, des interactions au travail. Mais on voit aussi, alors même si c'est évidemment peut-être dans de moindres proportions, là, ça compte beaucoup. Ça, c'est les gens qui nous disent que c'est très important. On a la qualité la coopération, et puis on a l'image que vous avez, l'image positive que vous avez de votre entreprise. Il y a quand même un actif sur 3 qui nous dit ça compte, c'est très important en fait, dans l'image que j'ai de mon entreprise, et la fierté d'appartenir à cette entreprise. Là, on a posé question sur justement les équipements. Est-ce que c'est important, les équipements qui permettent le bien-être, l'ergonomie du travail, etc. Et là, évidemment, c'est écrasant. 94% nous disent c'est important, dont 57% même tout à fait important. Et est-ce que c'est pris en compte ? Non. Enfin, en tout cas, pas à la mesure de l'importance.
pour continuer et sans doute poursuivre sur cette question en fait de la contribution des espaces en fait au bien-être au travail, on voit bien là aussi on a croisé un certain nombre de questions. C'est-à-dire les individus, les gens qui sont satisfaits de leur espace de bureau, eh bien, ils ont aussi une propension à être beaucoup plus satisfaits de leur qualité de vie au travail. Là aussi, on ne leur a pas demandé, mais on a croisé les deux satisfactions. Et qu'est-ce qu'on observe ? Voilà, ça. C'est-à-dire, et vous avez à droite ceux qui sont insatisfaits. Et quand on est insatisfait par ces espaces, par les espaces au bureau, on a une propension aussi plus forte à être insatisfait de sa qualité de vie au travail. Peut-être pour finir sur ce point, vous montrer en fait que ça constitue vraiment un levier de motivation. Évidemment, mon entreprise, pour me donner envie de venir au bureau, doit me proposer des espaces de travail mieux qu'à la maison. Mais surtout, moi, ce qui m'a marqué, alors même si c'est pas une écrasante majorité, mais on a quand même 39% des gens qu'on a interrogés qui nous disent que les locaux de leur entreprise ont joué un rôle dans la prise de décision au moment de choisir leur emploi. 39%, ça a joué un rôle. Dont 1 sur 10, 9%, on peut se dire c'est vrai, mais c'est 1 sur 10 qui nous dit oui, tout à fait d'accord, ça a joué un rôle. Donc, ça veut dire que les bureaux, c'est un trait aujourd'hui de la marque employeur. Ça contribue à la marque employeur. C'est un levier très important. Bon, alors là, je vais peut-être passer aussi et peut-être terminer sur ce point-là, c'est que justement, en déportant aussi le travail sur d'autres espaces, comme l'espace domestique ou les tiers-lieux, on déporte aussi la question des conditions de travail. Et juste, je vais finir là-dessus, parce que les questions des conditions de travail, c'est des décennies de tensions, bras de fer, combats. Et là, tout d'un coup, il y a un angle mort qui s'ouvre, qui est celui du logement. Je vous le disais, les gens ont l'impression d'avoir obtenu le télétravail et avec les limites que tu soulignais, Benoît, mais comme un droit social sans combat du fait des conséquences de la crise sanitaire. Je ne vais pas me rétouffer. Et là, pour le moment, il y a une espèce de compromis où personne ne va trop loin de peur qu'il y ait un retrait. Mais il y aura une saison 2 du télétravail où les questions des conditions de travail chez soi, et on le voit poindre dans d'autres études que l'on fait, ça va être les conditions dans lesquelles je suis installée chez moi. Ça va même être mon logement, parce que ça cumule des formes d'inégalité. Ça va être des questions de... et là, on le voit, en fait, quand on pose les questions, on commence à voir que ça, c'est les revendications de demain. C'est-à-dire les revendications de demain, c'est qui paye la chaise, qui paye la table, qui paye l'énergie, qui paye le forfait, qui paye tout ça. Pour le moment, c'est moi. Mais demain... On va en parler dans la table ronde, parce que ce n'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui. On fait la table ronde et après, on finit par les futurs désirables. On fait ça. Oui, d'accord. Alors, merci. Guillaume et Stéphane, je vous libère. Et on va faire venir Nathalie Ménardet et Marion Toison. Alors, Marion Toison du groupe Eworth, je veux te poser une question. Je veux revenir sur ce fameux confort au bureau. Donc, visiblement, ils sont pas contents de leur confort. Ils sont surtout pas contents parce qu'ils ont du mal à s'isoler. Il y a toujours le bruit ça fait toutes nos enquêtes ont toujours révélé ce problème de l'acoustique au bureau. Et pourtant, il y a des tas de solutions qui existent. Tu es bien placé pour le savoir. Alors, comment ça se fait qu'il y a cette insatisfaction sur ces éléments d'ergonomie ? Est-ce que c'est parce que nos salariés deviennent très exigeants, ou est-ce que peut-être vous constatez aussi que les entreprises investissent moins là-dedans ? Alors, historiquement, les entreprises ont moins investi dans l'acoustique, parce que ça fait longtemps que le problème du bruit dans les bureaux est arrivé, notamment avec l'ouverture des espaces. Après, je nuancerai un petit peu le côté vraiment pas content au bureau, parce que quand même, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien traitées au bureau, notamment l'assise, etc. Oui, c'est surtout l'acoustique. Mais il y a la température, il y a pas mal de choses comme ça. Mais pour ce qui est de l'acoustique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions. Et honnêtement, quand on regarde ce qu'on est en train de vendre en ce moment, ce qui monte vraiment en flèche, c'est toutes ces solutions-là qui vont permettre d'apporter des corrections acoustiques au bâtiment. Ces espaces d'isolation, ces petites cellules où on peut passer des calls. Alors, il y a des cabines téléphoniques, mais finalement, ce qu'on vend le plus, c'est pas la cabine téléphonique, c'est vraiment celle où je peux m'installer pour avoir une vraie visio, installée confortablement, sans avoir toutes des nuisances sonores. Ouais. Tout ça, ça passe. L'insatisfaction, elle vient aussi du fait que on pense que parce qu'on a collé une cellule acoustique, on va résoudre le problème. En fait, il faut passer d'abord par une analyse de l'activité réelle
qu'est-ce qu'on vient y faire, et les réponses vont être adaptées à ça. Voilà, donc c'est pas en allant mettre non plus un alignement de cabines acoustiques qu'on va pouvoir satisfaire les employés. Mais là, vous avez des bons arguments pour quand on voit qu'effectivement les salariés trouvent que leurs employeurs ne se préoccupent pas assez de leur bien-être et que cette dimension, elle est moins, enfin, ils sont plus mécontents qu'il y a 4 ans. Donc, vous avez des arguments pour revenir les voir. Ça s'explique aussi, Odile, parce que le taux de call et de visioconférence est monté en flèche puisqu'il y a du télétravail. Avant, on était peu, on avait ces calls-là quand on avait un métier distribué géographiquement. Sinon, voilà. Donc, ça a joué énormément. Et aujourd'hui, si on laisse les espaces aménagés comme aujourd'hui, ils sont complètement obsolètes parce qu'on se gêne bien plus dans des espaces ouverts qu'avant. Tout à fait. Alors, justement, Gaëlle disait que le fait que le travail soit déporté au domicile, que c'était un sujet pour demain. Mais non, c'est déjà un sujet que vous avez... Vous, en plein Covid, la profession du mobilier tout de suite a réagi et a commencé à proposer des solutions aux entreprises pour qu'elles puissent équiper leurs télétravailleurs de mobilier. Oui, et alors c'est aussi venu des entreprises, plutôt les grandes entreprises, c'est plutôt les grands comptes qui alors soit veulent financer complètement, soit partiellement, soit pas du tout, l'équipement des salariés à leur domicile. On a développé des offres qui peuvent être offline, donc traitées de manière plus traditionnelle, ou alors vraiment online. Et en fait, on s'adapte à tous les modèles suivant les besoins des entreprises. C'est encore quelque chose qui est émergent. Beaucoup de salariés s'équipent eux-mêmes. On a fait une recherche, vraiment une étude assez vaste sur comment les gens étaient équipés chez eux. Et c'est très drôle de voir que les réponses ergonomiques à la maison ont l'air tout à fait géniales, parce qu'il y a beaucoup de répondants qui ont accepté de prendre la photo de leur espace de travail chez eux. C'est un peu atterrant. On voit pourquoi les cabinets de kiné, les ostéos ne désemplissent pas depuis le Covid. On est clairement moins bien en moyenne, moins bien installés chez soi. Donc il y a effectivement une énorme marge de manœuvre. Mais c'est pour ça que dans leur désir, dans leur futur désirable, l'ergonomie chez eux, vous en parlerez peut-être tout à l'heure, mais ils expriment effectivement le souhait, idéalement, d'avoir du mobilier ergonomique chez eux. Ils en ont quand même conscience. Oui. Et donc, on a développé aussi ces offres online et du shop en ligne, avec une offre qui est en train aussi de s'étoffer, avec la possibilité, même aussi, on a démarré un partenariat avec Amazon pour des sièges ergonomiques. Sachant que c'est un vrai challenge, parce que je me souviens, pendant le Covid, quand on évoquait ce sujet avec les gens, ils disaient toujours « Ah non, je ne veux surtout pas de siège bureau qui ressemble à un siège bureau à mon domicile ». Donc là aussi, vous avez dû travailler, tu en parleras aussi, Nathalie, sur aussi le style de vos sièges pour qu'ils soient adaptés à la maison. Et pour ça aide d'être un groupe. On parlait un petit peu des différents savoir-faire croisés entre l'univers du pro et du domestique, le fait d'avoir une marque qui a à la fois une présence dans les bureaux, mais qu'il y a aussi des marques dédiées à l'habitat, fait que là, il y a aussi des intelligences à croiser. On peut offrir effectivement on peut apporter du mobilier adapté qui soit un peu sympa à mettre dans son salon, adapté à la décoration. Alors, Nathalie, vous êtes Sokoa est un groupe. Avant, on aurait dit de siège bureau, mais justement, aujourd'hui, avec ce que tu as lu, vous avez dû, et vous n'avez pas attendu l'étude pour le faire, vous avez dû effectivement terriblement élargir votre offre d'assises, puisque vous êtes quand même spécialisé sur l'assise, pour pouvoir répondre justement à cette hybridation et à cette multitude de lieux et multitude d'assises, puisque voilà, on est loin maintenant du siège bureau, puisqu'il faut faire des canapés, il faut faire des alcôves, il faut faire des sièges toute hauteur. Donc, comment vous avez fait pour vous adapter à ça ? Bonsoir. Effectivement, on a eu une transformation incroyable de notre mix produit. Avant, on faisait surtout des 4 pieds et des giratoires, des sièges giratoires pour les salles de réunion et pour les bureaux. Et puis, depuis cet incroyable phénomène de hybridation des espaces de travail, tout s'est transformé. Il a fallu qu'on s'adapte aux différents types de lieux, aux différents types d'espaces, d'usages. Et puis, surtout, essayer de plus en plus de créer des produits pour le bien-être
au travail, parce que ça, c'est effectivement, ça ressort de façon très forte. Donc, mix produit avec notamment une croissance incroyable du ce qu'on appelle chez nous du soft sitting, tous ces assises molles, canapé, pouf, banquette modulaire, alcôve. On a eu vraiment une croissance incroyable, même au point de devoir transformer notre outil industriel. On a d'abord aménagé une unité dédiée au soft sitting, parce que ce sont souvent des pièces très grandes qu'on ne travaille pas du tout comme les sièges giratoires ou qu'on ne fabrique pas du tout comme les quatre pieds. Je précise que vos usines sont en France, au Pays Basque. Oui, tout à fait. Ça me fabrique en français. Et même, on a été obligé donc d'acheter une nouvelle usine, tellement on fabrique de canapés, de lounge, de soft sitting dans notre métier. Donc tu confirmes aussi que cette demande a été croissante, cette demande par rapport au siège de bureau. Alors, on continue à faire 50% de notre chiffre avec des giratoires, à peu près 30% avec des visiteurs, mais c'est 20%, là où c'était peut-être 5% il y a une dizaine d'années, le soft sitting, le canapé. Oui. Donc clairement, tout ça se concorde. Alors, Guénaël, par ma faute, vous avez passé vite cette slide, mais je la remets parce que je vais te poser une question là-dessus, Nathalie, parce que je trouve que c'est intéressant. On l'avait déjà vu dans notre enquête internationale il y a 2 ans, cette montée en puissance de la considération, enfin de cette envie que l'entreprise soit vertueuse, que l'entreprise contribue à la protection de la planète. Les salariés vraiment l'avaient exprimé. Et là encore, ils l'expriment. Ces dimensions effectivement écologiques sont importantes, mais comme toujours, quand on fait la corrélation, on voit qu'ils estiment que ce n'est pas assez pris en compte encore par leur entreprise, l'importance accordée aux matériaux. Et aussi, surtout, le mobilier issu du recyclage ou d'occasion. Ça, c'est un sujet, je peux féliciter la profession du mobilier parce que ça fait plus de 10 ans que cette profession a mis en place des éco-organismes, un système de collecte, de tri, etc., alors que le bâtiment commence que cette année. Donc, vous voyez, le bravo au mobilier qu'il a fait. Et justement, Nathalie, je voulais te poser des questions sur ce fameux sujet du mobilier d'occasion, enfin du mobilier de seconde vie. Parce que je le sais, dans certains projets, il commence à y avoir des demandes de mobilier, soit à base de matériaux biosourcés, etc., voire même du mobilier de seconde vie que vous allez réparer. Donc, est-ce que ça, c'est aussi une offre qui est en train de se développer ? Alors, je ne dirais pas qu'elle est en train de se développer, je dirais qu'on y réfléchit fort. Parce que nous, on est, alors peut-être comme d'autres, comme Aworth aussi, on est vraiment des fabricants on est capé pour faire du neuf, fabriquer du neuf. Donc ça, on sait faire. L'aspect écologique, on le traite depuis longtemps. Enfin, l'engagement RSE, l'éco-conception sont au cœur de notre stratégie depuis très longtemps. Donc les matériaux recyclés, biosourcés, même tout ce qui concerne l'économie circulaire, on réutilise nos chutes industrielles pour fabriquer des produits. Ça, on sait faire. Par contre, récupérer les produits en fin de vie, les réparer et les remettre sur le marché, alors supposément à un prix inférieur au neuf. Ou au moins pas plus cher. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Oui. Il faut qu'on s'organise exactement comme on l'a fait à l'époque de la mise en place de l'éco-conception, enfin l'éco-contribution, pardon, où au lieu de chacun trouver une solution dans notre coin, on s'est tous réunis autour de la table, grâce aussi à l'abonnement français, pour trouver une solution collective. Est né donc... Valdelia, j'ai pu trouver l'éco-organisme et aujourd'hui ça fonctionne super bien. Oui. Donc je pense que là aussi il va falloir certainement, parce que le volume, il va falloir qu'on trouve les sources, le fameux gisement de mobilier à récupérer suffisamment bien en état pour pouvoir être mis en... Enfin voilà, c'est tout un circuit. C'est intéressant ce que tu dis parce que vous êtes des fabricants de mobilier neuf, mais justement il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui se sont créées, plutôt des jeunes entreprises d'ailleurs, de l'économie sociale et solidaire, qui elles se sont spécialisées effectivement là-dedans, et vous pouvez peut-être créer des partenariats. Je crois que vous en avez fait un, vous. Oui, alors on est prêt. On a pour certains produits, parce que c'est vrai que l'idée aussi étant on essaye d'avoir un modèle économique qui fonctionne. Donc on a un partenariat fort avec Emmaüs. On peut leur envoyer des sièges. Alors c'est souvent fait avec des sièges haut de gamme parce que forcément ils sont très durables et donc ils peuvent facilement avoir une deuxième vie en gardant leur performance. Donc ils arrivent dans un atelier chez Emmaüs où là des personnes en réinsertion ont été formées à pouvoir les reconditionner.
Mais le sujet qu'amène Nathalie, le sujet clé, en fait, il est d'aller capter maintenant les gisements parce qu'on a des sièges qui ont été vendus il y a 10 ans, 15 ans, qui peuvent avoir une deuxième vie. Il faut aller les chercher, il faut les trouver. Et comme on va utiliser nos pièces détachées, il faut qu'on puisse organiser des circuits pour que les sièges arrivent chez les bons fabricants. Donc, vous voyez tout ce qu'il y a à mettre en œuvre. Mais on peut aussi aller contacter en direct des clients pour voir comment est-ce que eux, qui arrivent en fin d'utilisation de leur siège, puissent nous renvoyer ces gisements et qu'on puisse du coup faire un gagner à la fois pour la planète et à la fois pour la réinsertion. Enfin, en tout cas, effectivement, c'est un enjeu que vous allez continuer à développer. Et, enfin, plus qu'un enjeu, vous allez essayer parce qu'il faut aussi lutter contre cette idée que parce que je fais de la deuxième vie, ça va coûter forcément moins cher. Quand on aligne tous les coûts, alors évidemment, on va industrialiser ça maintenant. On va pouvoir. Aujourd'hui, c'est encore des process qui sont plutôt à faible volume. Donc, moi, j'y crois beaucoup à terme. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de manipulation. Donc voilà, mais c'est en route, c'est prometteur. Donc, il le faut, puisqu'effectivement, on voit que les salariés sont demandeurs de ça. Jean-Philippe, avant de passer la parole à Benoît sur un autre sujet, ils ont dit aussi quelque part qu'il faut que ce soit mieux, enfin que ce soit mieux qu'à la maison. Il y a quelque temps, on disait que c'était le bureau comme à la maison, mais visiblement, il faut que ce soit mieux qu'à la maison. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Alors oui, alors le bureau comme à la maison. Alors nous, on a de la chance, on a fait le bureau comme à la maison il y a une vingtaine d'années et on a fait le bureau hôtel il y a une dizaine d'années. Donc, on est bien servi. Et c'est vrai que le constat, ça a été de regarder l'engagement qu'on peut proposer aux collaborateurs. L'attention qu'on va mettre et l'engagement qu'on va mettre dans le lieu, c'est l'engagement qui va rendre lui en termes d'engagement vis-à-vis de la société. C'est juste une symétrie des attentions. C'est qu'aller faire travailler quelqu'un, lui demander de s'investir, de créer de la valeur, de créer de la richesse dans une cave ou avec 3 pauvres chaises qui sont avec les accoudoirs défoncés, enfin bon, ça marche pas. C'est pas possible. Donc cette symétrie-là, c'est le minimum de la dette que l'employeur doit aujourd'hui vis-à-vis de ses collaborateurs. C'est le starter, j'ai envie de dire, c'est le point de départ. Vous disiez tout à l'heure sur le lieu qui peut être un vecteur justement de choix d'un travail. Nous, on l'expérimente à l'agence pour le coup. On voit l'impact que le lieu peut avoir effectivement quand les gens arrivent, ils découvrent les services. Quand on dit mieux qu'à la maison, c'est pas que le lieu, c'est tout ce qui est mis autour dans le fonctionnement du lieu. C'est tous ces services qu'on peut proposer aux collaborateurs, le sport, la restauration, les petits plats, les petits déjeuners. Les espaces de détente, la livraison des colis, enfin voilà, tous les éléments qu'on peut faire pour faciliter la vie des collaborateurs. Merci Jean-Philippe. Alors je voudrais terminer cette table ronde en posant une dernière question. C'est déjà terminé ? Non, après vous allez parler des futurs, de ce que les salariés voudraient idéalement. Mais je voudrais revenir sur la satisfaction au travail, puisqu'on a bien vu que cette satisfaction a baissé, que le stress a augmenté. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, visiblement, est-ce que le sujet aujourd'hui de cette dégradation, enfin en tout cas du sentiment qu'ont les salariés que ça s'est dégradé, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils vivent réellement et l'organisation du travail mise en place par les entreprises? Est-ce que là, les entreprises ne sont pas un peu en retard par rapport à ce qui se passe, enfin, par rapport à cette prise de conscience et par rapport à ce vécu de vivre des mauvaises conditions de travail? Est-ce que les entreprises ne vont pas devoir un peu courir derrière pour résoudre ce problème d'insatisfaction et de sentiment de travailler dans des conditions dégradées? Avant de répondre, je dirais à madame que si vous cherchez des fauteuils de bureau, vous venez demain au 79 avenue de la République, le SCP déménage, on laisse 20 000 mètres carrés avec des choses qui vont partir à la benne. C'est à prendre ou à laisser. Bon, alors plus sérieusement, donc on voit un champ sémantique, qualité de vie au travail, le confort, le bien-être, voire le bonheur. Bon. Je pense que déjà, on ne parle pas des mêmes choses. Donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on dit et à la question, finalement, de la finalité du travail.
C'est-à-dire que, bon, comme vous le savez tous, d'abord, il faut distinguer le travail et l'emploi, hein, question qui n'a jamais été posée pendant tout le débat sur les retraites. Là, on parle bien du travail et pas de l'emploi. Vous savez que l'étymologie de travail, c'est le tripalium latin, donc la torture. Bon, il est évident qu'on est sorti... Enfin, on pense être sorti de ça, enfin, dans certaines professions, hein, ce qui est pas le cas de ce que David Graeber appelait les shitty jobs, hein, les boulots que personne n'a envie de faire. Mais de là à penser que le travail soit un lieu ou un espace, parce que je dis souvent les deux, hein, de bien-être, il y a un pas que, pour ma part, je ne franchirai pas. N'oublions pas que nous parlons encore d'une idéologie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une idéologie, qui est celle du bien-être, hein? Une idéologie, c'est un système de valeurs cohérent qui est normatif et prescriptif, c'est-à-dire qui va induire un certain type de comportement et de pensée. Bon, il est clair que aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est soumise aux diktats du bien-être. Je dis bien aux diktats. J'ai fait un bouquin là-dessus, hein, donc je connais un petit peu le sujet. Et en fait, on est au cœur en fait de notre conversation parce que le bien-être, en fait, c'est une notion qui apparaît en gros en 1948 avec la création de l'OMS. Et dans la charte de l'OMS, vous avez donc la définition de la mission de l'OMS. Et il est clairement dit que la mission de l'OMS, c'est de fournir un bien-être qui est physique, psychologique et social à l'ensemble de la population. Et donc, on voit bien que cette question du bien-être au travail, c'est l'extension de la question du confort matériel dans ses dimensions à la fois sociales et psychologiques. Donc, social, c'est les espaces de convivialité, etc., la sérendipité. Et donc les aspects physiques, physiologiques, donc ça c'est l'ergonomie, etc., etc. Mais on voit bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que en fait on travaille sur des éléments de culture matérielle, c'est-à-dire des éléments de matière qui sont liés à des éléments psychiques. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est de bien réfléchir en fait cette articulation. Et donc, ça nous amène en fait à une question qu'on n'a pas soulevée, c'est la question de la différence entre un espace et un lieu, en fait, parce qu'on a beaucoup parlé de l'espace. On n'a pas beaucoup parlé du temps, on a parlé de l'espace, mais tout espace n'est pas un lieu. Et en fait, je pense que la vraie question, c'est quels sont les lieux de travail que l'on peut fabriquer. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un lieu? En fait, c'est un espace qui est historique, identitaire et relationnel. Donc, quand vous n'avez pas ces trois composantes, vous ne fabriquez pas un lieu, vous fabriquez simplement un espace. Et un espace peut être un non-lieu, hein. Il y a un grand anthropologue qui s'appelle Marc Auger, qui a fait un livre qui a beaucoup marqué il y a exactement 30 ans, qui s'appelle Non-lieu, dans lequel il parle des stations d'autoroute, des zones périurbaines, des hypermarchés, etc. Et donc, en fait, il y a une hantise du non-lieu, c'est-à-dire d'un espace qui n'a pas de sens, parce qu'il n'est pas identitaire, il n'est pas relationnel. Donc ça, je pense que c'est une problématique très, très importante. Mais c'est ce que disait Guénaël en commençant, c'est-à-dire qu'on a perdu l'unité de lieu et de temps. Mais je répète toujours ce que dit Guénaël. Hein, parce que voilà. Bon. Donc ça c'est très important. Et après, donc, on ne l'a pas montré, mais dans l'enquête, il y a aussi une question sur dans quelle mesure vous pensez que c'est à l'entreprise de financer les éléments chez vous. Et clairement, les gens disent oui, c'est à l'entreprise. Donc on voit bien que il y a une porosité des frontières entre la maison et le travail, et que finalement, on va attendre de l'entreprise qu'elle se préoccupe de mon bien-être matériel sur mon lieu de travail dans l'entreprise, mais aussi, c'est logique, sur mon lieu de travail à la maison. Bon, et donc ça veut dire qu'en gros, je pense et j'espère qu'on s'achemine vers la semaine de 4 jours, c'est-à-dire les 32 heures. Eh bien, c'est une très belle transition. Oui. Merci Benoît. Et d'ailleurs, je précise que on va en parler, mais que 5, il y a une enquête qui a été faite en Chine, aux États-Unis, et la majorité des salariés sont prêts à sacrifier entre 5 et 15% de leur salaire pour faire du télétravail. C'est-à-dire que, bon, je pense qu'il y a un effet cliquet. On ne reviendra pas, comme tu l'as dit, sur le télétravail. Donc, on peut considérer que c'est un acquis social. Donc, il va falloir aménager ça. On va en parler. Mais vous voyez que les gens sont prêts à sacrifier des ressources économiques pour ne pas retourner systématiquement sur le lieu de travail.
Et d'ailleurs, si on obligeait ces gens à aller sur le travail, ça serait un motif de démission pour 75% des Américains. Donc, c'est considérable. Donc, ça dit quand même des choses. Et évidemment, ça s'inscrit, on va le voir, dans un nouveau rapport de force entre l'offre et la demande de travail, qui fait qu'aujourd'hui, on est plus apte à demander du bien-être au travail parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. On est d'accord? Oui. Alors justement, on va parler dans les scénarios du futur, dans ce que souhaitent les salariés pour demain. Oui, alors on a fait le petit exercice et je vais juste concentrer dans un graphique pour gagner un petit peu de temps et tenir la promesse. Dans un graphique qui paraît très complexe au départ, mais qui, vous allez le voir, est très simple. C'est-à-dire qu'on a demandé aux gens sur un certain nombre de scénarios ce qui était souhaitable, s'ils pensaient que la proposition était souhaitable et s'ils pensaient qu'elle était probable, que c'était probable que ça advienne. Et en fait, à chaque fois, je ne vous lisez pas tout de suite. En fait, l'idée, c'est souhaitable en abscisse. Plus ça va vers la droite, plus c'est souhaitable pour eux. Plus ce qu'ils désirent. C'est ce qu'ils désirent. Enfin, en tout cas, on leur a fait des propositions et c'est les propositions qu'ils agréent, voire beaucoup. Et puis, probable en ordonnée. Donc, en fait, si je vais commencer par parce que je trouve que ça rebondit bien, même si je le formulerai moins bien que toi, Benoît, donc je ne vais pas te répéter en moins bien. Qu'est-ce qui n'est pas souhaitable et n'est pas probable pour eux? Ce qui n'est pas souhaitable et n'est pas probable pour eux, c'est qu'on organise le retour au bureau en 100% en présentiel et que le télétravail devienne une exception. C'est pas souhaitable et c'est pas probable. Qu'est-ce qui n'est pas non plus ni souhaitable ni probable, c'est que les entreprises n'auront plus de locaux physiques en propre, c'est-à-dire du coup tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de bureaux. Ça, c'est encore moins souhaitable et encore moins probable. Et ça me semblait très intéressant. Et c'est pareil, c'est-à-dire pour rebondir sur le bien-être, alors là j'ai fait mon petit truc qui ne le comprend pas, mais les bureaux seront uniquement des espaces modulables et collaboratifs centrés sur le bien-être et l'intelligence collective. C'est pas tellement souhaitable non plus et pas vraiment probable non plus. Donc là on voit en fait qu'est en train de se redéfinir cette notion de c'est quoi le lieu en fait et qu'est-ce qu'il compose. Et en tout cas on est toujours dans l'hybridation. Alors, en revanche, qu'est-ce qui, pour eux, semble souhaitable et probable? Eh bien, justement, il y a la question de l'aménagement des lieux de travail et qui donneront la priorité à la préservation de l'environnement. Alors, cette question écologique, elle traverse un peu tout. On est dans une transition majeure. Ça pivote, ou en tout cas, on aspire à pivoter. Dans à peu près tous les compartiments du jeu de la société, même si on ne sait pas toujours comment. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est quelque chose de souhaitable et c'est quelque chose de probable, en tout cas perçu comme inéluctable. Après, il y a l'aménagement des lieux de travail qui donneront la priorité quand même au bien-être. Donc là, on retrouve aussi quand même cette notion des espaces conviviaux, des respects aussi. Alors, on peut en parler, des respects de temps de déconnexion, en tout cas une façon de respecter l'individu. Et puis, pour faire plaisir à Benoît, et là on était très en avance, avant même les déclarations qui ont pu avoir lieu ces derniers jours, eh bien c'est cette fameuse semaine de 4 jours avec réduction du temps de travail généralisé, et qui est à la fois... À 32 heures. C'était une volonté de prendre le scénario le plus... Odile, tout à fait. On avait pris le scénario le plus dur, en fait. Oui, ça dépend pour qui. Non, mais le plus dur au sens le plus dur par rapport, le plus disruptif par rapport à aujourd'hui. Et ça, c'est souhaitable. Et ça, c'est souhaitable. Et c'est aussi assez probable. Et on voit bien aussi, on parlait de l'autonomie au début, des marges de manœuvre, de la liberté que l'on veut. Et on se disait, oui, le télétravail, ça concerne qu'une partie des salariés. On voit bien aussi que cette semaine de 4 jours, c'est une façon aussi de donner probablement de la souplesse, de la liberté et de l'autonomie à tout un pan d'actifs qui n'en disposent pas à travers le télétravail. Et puis enfin... souhaitable, mais peu probable. En revanche, le nomadisme total, en fait, le fait de pouvoir travailler depuis vraiment là où on veut, est justement souhaitable, mais pas vraiment probable, peut-être des bonnes surprises à générer, sur le fait que les entreprises équipent les domiciles des salariés, ou le fait vraiment, alors c'est pareil, c'est-à-dire spatialement,
l'espace-temps, faire exactement ce qu'on veut dans l'espace, ça va pas être possible, même si c'est un peu souhaitable, et faire exactement ce qu'on veut dans le temps, ça va pas non plus être tout à fait possible. On sent bien qu'on atteint les limites où ça explose. Une dernière question, c'est le mot de la conclusion par Benoît Elbrun. Oui, c'est vous qui concluez. La conclusion, c'est que, en fait, la question qui se pose, c'est le bureau, historiquement, est lié à la posture assise. Hein. Ce sont les gens assis qui sont dans un bureau, ce qui était pendant très longtemps un symbole de statut, statutaire d'être assis, c'est le scribe, etc. Bon. Et la question, c'est de savoir si avec cette idéologie du bien-être, est-ce qu'on ne va pas fabriquer des gens couchés, le moelleux, etc. Parce que tout le bien-être, c'est le moelleux, ce qui n'a pas de résistance, etc. Alors, vous rigolez, mais moi, j'ai fait il y a 6 mois une intervention pour une entreprise de luxe. Et on m'a emmené dans un espèce d'endroit qui ressemblait plutôt à un gymnase. Et ils étaient tous couchés sur des espèces de trucs. Donc, personne n'était assis. Bon, donc j'ai vu ça, vraiment, le passage des gens assis à des gens, des gens couchés. Mais moi, j'ai l'impression qu'on n'a rien fait de l'après-midi. Mais bon, moi, j'avais un brief. J'ai rempli mon brief. Je suis parti. Après, ça ne me regarde pas. Hein. Bon. Et donc, j'ai envie de dire que je pense qu'il y a peut-être une notion qui permet de rassembler un petit peu tout ce qu'on a dit les uns les autres, et justement qui permet de réfléchir à cette porosité croissante entre la maison, le travail, etc. C'est la question de l'habiter. Hein. Et je pense que finalement, la question à laquelle nous sommes tous confrontés, c'est comment aider les individus à habiter leur travail. Et dans la question de l'habiter, il y a la question, vous l'avez rappelé, de la protection contre des événements adverses, hein, contre l'extérieur. Donc, il y a toujours cette question de la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a aussi la capacité à fabriquer une forme d'intériorité, une forme d'intimité. Hein, et puis, il y a aussi la capacité à projeter des éléments personnels qui peuvent être de la décoration, etc. C'est sûr que quand on est dans un bureau complètement flexible, le fait qu'on doit mettre ses affaires dans un casier, ça ne favorise pas l'appropriation de l'espace. Donc je pense que pour passer de la question de l'espace à la question du lieu, je pense que cette question de l'habiter est absolument fondamentale. Et en fait, elle est totalement transversale à la question de la maison, à la question de l'entreprise. Hein. Et ça, c'est par exemple une question que se pose ou que devraient se poser beaucoup d'entreprises dans le domaine du luxe, qui revendiquent finalement d'être des maisons et pas des marques de luxe. Et on voit bien que c'est une rhétorique qui est très pertinente, parce que dans la question de la maison, il est question de je t'invite chez moi et je te montre une façon d'habiter le monde. Et je pense que ça, c'est la question fondamentale. Eh bien, écoutez, je pense que les bureaux vont devoir effectivement s'appeler des maisons. C'est peut-être la piste à suivre. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie tous. C'était passionnant. Merci de votre écoute.